Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Métellier, présente Le Dernier Lapon, d'Olivier Truc, interprété par Jean-Marie Gallet. « 1693, Laponie centrale. Aslak trébucha, signe de fatigue. Normalement, ses pas trouvaient toujours. Le vieil homme n'avait pas lâché son paquet. Il roula sur lui-même. Le choc fut amorti par la couche de bruyère. Un lemming s'en échappa. Aslak se redressa. D'un coup d'œil derrière lui, il estima la distance de ses poursuivants. Les aboiements approchaient. Il lui restait peu de temps. Il reprit sa course silencieuse. Le visage creusé et les pommettes rebondies lui donnaient un air mystique. Ses yeux étaient enflammés. Ses pieds trouvaient à nouveau seuls la trace. Son corps se dédoublait. Il sourit, respira plus vite, à s'en faire tourner la tête, léger, le regard aiguisé, les pas infaillibles. Il savait qu'il ne chuterait plus. Il savait aussi qu'il ne survivrait pas à cette nuit doucereuse. Il le pistait depuis trop longtemps. Cela devait finir. Il ne perdait pas un détail de ce qui l'entourait, le plateau qui s'élevait, le mouvement des pierres, la berge élégante du lac à la forme de tête d'ours, les montagnes au loin, pelées, douces, où ses yeux distinguaient des rennes assoupies. Un torrent s'écoulait. Il s'arrêta, le souffle à peine haletant. Ici. Il fixa les lieux. Le torrent qui s'écoulait et se déversait dans le lac, les traces de rennes qui filaient dans la montagne vers l'est, où la lueur du soleil à venir indiquait le début de sa dernière journée. Il resta, grave, serra son paquet. Un petit îlot s'élevait dans un coin du lac. Il s'en approcha, trancha des branches de bouleau nain à l'aide de son couteau. L'îlot était couvert de bruyères et d'arbrisseaux. Les aboiements se rapprochaient. Il se déchaussa, jeta dans l'eau les branches pour éviter de laisser ses traces dans la vase. Il continua ainsi jusqu'au rocher, grimpa, souleva les bruyères et enfouit son paquet. Il rebroussa chemin, puis il reprit sa course. Il n'avait plus peur. Les chiens couraient toujours, plus près. Les hommes ne tardèrent pas à apparaître derrière le sommet de la colline. Aslak fixa une dernière fois le lac, le torrent, le plateau, l'îlot. Les reflets mauves orangés du soleil marbraient les nuages. Il courait, et pourtant il sentait que ses pas ne le portaient plus. Il fut bientôt rattrapé par les chiens, des dogues qui l'entourèrent en grognant sans le toucher. Il ne bougea plus. C'était fini. Les hommes étaient là, le souffle court, les yeux exorbités. Il transpirait, l'air mauvais, mais les yeux pleins de crainte aussi. Leur tunique était écorchée, leurs chausses détrempées, et ils s'appuyaient sur les bâtons. Ils attendaient. L'un d'eux s'approcha. Le vieux Lapon le regarda. Il savait. Il avait compris. Il avait déjà vu par le passé. L'homme évitait le regard du Lapon. Il passa derrière lui. Le vieux eut le souffle coupé quand le coup violent lui fit éclater la joue et lui brisa la mâchoire. Le sang gicla d'un coup. Il tomba à genoux. Un deuxième coup de bâton allait tomber. Le Lapon était chancelant, choqué, même s'il avait tenté de préparer son corps. Un homme sec arriva. L'autre retint son geste et reposa son bâton. Il demeura en retrait. L'homme sec était vêtu de noir. Il jeta un regard froid à Aslak, puis à l'homme au bâton, qui recula de 2 pas, le regard fuyant. « Fouillez-le !» 2 hommes s'avancèrent, heureux que le silence soit brisé. Ils lui arrachèrent brutalement son manteau. « Allez, diable de sauvage, ne résiste pas !» Aslak était silencieux. Il ne résistait pas. Mais ces hommes avaient peur. La douleur le gagnait, le sang coulait. Les hommes le tiraillaient, l'obligèrent à baisser son pantalon en peau de renne, lui arrachèrent ses chausses, son bonnet à 4 coins que l'un d'entre eux jeta au loin en prenant soin de cracher dessus. L'autre lui prit son couteau en bois de renne et en bouleau. « Où l'as-tu caché ?» Le vent soufflait maintenant sur la toundra. Cela lui fit du bien. « Où, esprit du diable ?» cria l'homme en noir, d'un ton si menaçant que même ceux qui l'accompagnaient reculèrent d'un pas. L'homme en noir entama une prière silencieuse. Le vent était tombé. Les premiers moustiques se manifestaient.
Le soleil prenait maintenant appui sur la montagne. La tête du lapon dodelinait, douloureuse. Il sentit à peine le coup lorsque le bâton lui arracha à moitié la tempe. La douleur le réveilla. Une douleur presque insupportable. Sa tête avait dû éclater. Le soleil était haut. Il sentit la puanteur l'entourer. Des hommes, des femmes, des enfants étaient penchés sur lui. Ils étaient édentés, en haillons, le regard torve. Il puait la peur et l'ignorance. Il était allongé par terre. Les mouches avaient remplacé les moustiques. Elles s'agglutinaient sur ses plaies béantes. L'homme en noir s'avança. La petite foule s'écarta. Le pasteur Noraeus se posta devant. « Où est-il » Aslak se sentait fiévreux. Le sang imprégnait sa tunique poisseuse dont l'odeur l'étourdissait. Une femme lui cracha dessus. Les enfants rirent. Le lapon pensa à son fils malade qu'il avait essayé de sauver en invoquant les dieux lapons. Le pasteur gifla l'enfant le plus proche de lui. « Où l'as-tu mis » cria-t-il. Les enfants se cachèrent derrière leur mère. Un homme à la blouse bleu ciel s'approcha et chuchota à l'oreille du pasteur. Celui-ci resta impassible. Puis il fit un signe de tête. L'homme en bleu tendit la main vers le lapon et 2 autres hommes le soulevèrent sous les bras. Le lapon poussa un cri. Son regard était voilé de douleur. Les hommes le traînèrent jusqu'à la maison basse qui servait à toutes les œuvres du village. « Regarde ces icônes immondes !» jeta le pasteur luthérien. « Tu les reconnais ?» Aslak avait peine à respirer. Son crâne semblait sur le point d'exploser. La chaleur montait. Les mouches le démangeaient de façon insoutenable. Sa joue déchirée semblait grouiller de vie. Les habitants du village s'entassaient dans la salle, où la chaleur devenait suffocante. « Le porc est déjà bourré de verre !» grimaça l'un des hommes d'un air de dégoût. Il lui cracha dessus. Le glavio heurta Aslak comme un coup de poignard. « Suffit !» hurla le pasteur. « Tu vas être jugé, lapon !» cria-t-il à nouveau en tapant sur l'épaisse table en rondin pour faire taire la populace. Ces gens l'écœuraient. Ils n'avaient qu'une hâte, repartir vers Uppsala. « Silence, vous autres! Respectez votre seigneur et votre roi !» Son regard noir se reporta sur les icônes des dieux lapons et sur la représentation de Thor. « Lapon, ces icônes t'ont-elles apporté le moindre bien ?» Aslak gardait les yeux à moitié fermés. Il revoyait les lacs de son enfance, les montagnes qu'ils avaient courues tant de fois, cette toundra épaisse où il aimait à s'enfoncer, ces bouleaux nains qu'il avait appris à sculpter. « Lapon !» Aslak gardait les yeux fermés. Il bougea légèrement. « Elles ont guéri, » souffla-t-il dans un râle. « Mieux que ton Dieu. » Un murmure emplit la salle. « Silence !» hurla le pasteur. « Où est ta cache ?» vociféra-t-il. « Où est-elle? Dis-le, si tu ne veux pas brûler, maudit. Parle, créature. Mais vas-tu parler ?»« Au feu, au feu !» cria une femme qui tenait un marmot sur son sein blanc et flasque. Les autres femmes reprirent. « Au feu, brûlez-le !»« Silence, silence ! Au bûcher, le lapon, au bûcher, l'enfer sur lui !» Le pasteur transpirait, il voulait en finir. La puanteur, la proximité de ce diable noireau au visage en sang et celle de ces paysans abrutis et laids lui devenaient insupportables. Dieu le mettait à l'épreuve. Il ne manquerait pas de rappeler à son évêque d'Uppsala qu'il avait, en ces terres vierges de Laponie, servi le Seigneur avec zèle, alors qu'aucun pasteur ne voulait y monter. Mais maintenant, ça suffisait. « Lapon !» lança-t-il en élevant le ton et le doigt pour imposer le silence. « Tu as vécu une vie de péché, entêté dans tes superstitions païennes. » Le silence s'était installé, mais la tension était étouffante. Le pasteur tira à lui une épaisse Bible enluminée. Son doigt était tendu vers les mots accusateurs. « Qui sacrifie à d'autres dieux sera voué à l'anathème !» cria-t-il soudain, grondant d'une voix caverneuse qui effraya les hommes. Une grosse paysanne au visage congestionné poussa un soupir et s'évanouit, vaincue par la chaleur. Aslak s'écroula à terre.
Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir, car il a prêché l'apostasie envers Yahvé, ton Dieu. » Les hommes et les femmes se mettaient à genoux, marmonnant des prières. Les enfants tournaient des yeux affolés. Le vent s'était mis à souffler dehors, apportant un air chaud, lourd. Le pasteur s'était tu. Dehors, des chiens aboyaient. Puis, ils s'arrêtèrent aussi. Seule restait la puanteur de la salle commune. La sentence a été confirmée par le tribunal royal de Stockholm. Lapon, que les justices divines et royales soient rendues. Deux hommes crasseux s'emparèrent d'Aslak et le portèrent sans ménagement dehors. Le bûcher était déjà dressé, entre la rive du lac et la dizaine de maisons de bois qui formaient le village. Aslak fut solidement attaché au poteau qu'il avait fallu faire venir de la côte, par le fleuve, car on ne trouvait pas d'arbre adapté à ce genre d'office dans la région. Le pasteur se tenait debout, stoïque, tandis que les moustiques le suçaient. Les villageois ne remarquèrent pas l'arrivée d'un jeune garçon en contrebas dans sa barque remplie de pots à échanger. Il resta figé en voyant la scène, comprenant aussitôt le drame qui se nouait. Il connaissait l'homme sur le bûcher. Il appartenait à un clan voisin. Un paysan venait de mettre le feu au bûcher. Le feu gagna rapidement les branches. Aslak se mit à gémir. Il essaya de se forcer à desserrer sa paupière valide. Il distinguait le lac devant lui, la colline. Il aperçut la silhouette du jeune Lapon qui paraissait tétanisé. Les flammes commençaient à le lécher. « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même !» ricana un homme borgne à qui il manquait une main. Le pasteur le frappa. « Ne blasphème pas !» hurla-t-il en le frappant à nouveau. L'homme fila en se tenant la tête de son unique main. « Lapon, Lapon, tu vas brûler en enfer !» cria-t-il en s'enfuyant. « Maudit, maudit !» Un enfant se mit à pleurer. Puis soudain, le Lapon cria. Pris par les flammes, il délirait, hurlait. Un hurlement inhumain, lancinant, un cri qui était le cri d'un homme qui n'était plus un homme. Le cri s'écoulait dans un gargouillement insupportable, jusqu'à ce qu'il semble trouver une fréquence au-delà de la douleur, comme si sa voix changeait de dimension. Une forme d'harmonie inattendue s'en dégagea, affligée de souffrance, mais cristalline, pour qui savait filtrer le tourment. « Le maudit, il chante ses dieux !» lança un villageois apeuré en se prenant la tête à deux mains. Le pasteur restait impassible. Ses yeux cherchaient le regard du Lapon, comme si celui-ci allait lui révéler, à travers les flammes, où il avait caché ce qu'il était venu chercher. Le cri d'Aslak pétrifia le jeune garçon Lapon dans sa barque. Il reconnut, fasciné, terrifié, la voix de gorge d'un chant Lapon. Il était le seul ici à pouvoir en saisir les paroles. Le chant, lancinant, guttural, l'emmenait hors de ce monde. Le yoïk devenait de plus en plus haché, précipité. Le Lapon condamné au feu de l'enfer voulait dans un dernier élan transmettre ce qu'il devait transmettre. Puis la voix se tut. Le silence s'imposa. Le jeune Lapon aussi restait silencieux. Il avait fait demi-tour, voguant la tête pleine des râlements du mourant. Son sang avait été tellement glacé qu'il avait été saisi d'une évidence. Il savait ce qu'il devait faire, et ce que, après lui, son fils devrait faire, et le fils de son fils. C'était la journée la plus extraordinaire de l'année, celle qui portait tous les espoirs de l'humanité. Demain, le soleil allait renaître. Depuis 40 jours, les femmes et les hommes du Vida survivaient en courbant l'âme, privés de cette source de vie. Clémette, policier et rationnel, oui rationnel puisque policier, y voyait le signe intangible d'une faute originelle.
Pourquoi, sinon, imposer à des êtres humains une telle souffrance? 40 jours sans laisser d'ombre, ramenés au niveau du sol comme des insectes rampants. Et si demain le soleil ne se montrait pas? Mais Clément était rationnel, puisqu'il était policier. Le soleil allait renaître. Finnmark Dagblad, le quotidien local, avait même annoncé dans son édition du matin à quelle heure la malédiction allait être levée. Que le progrès était beau. Comment ses ancêtres avaient-ils pu supporter de ne pas lire dans le journal que le soleil allait revenir à la fin de l'hiver? Peut-être ne connaissaient-ils pas l'espoir. Demain, entre 11h14 et 11h41, Clément allait redevenir un homme, avec une ombre, et le jour d'après, il conserverait son ombre 42 minutes de plus. Quand le soleil s'y mettait, ça allait vite. Les montagnes allaient retrouver leur relief et leur superbe. Le soleil se coulerait au fond des vallons, donnant vie à des perspectives endormies, réveillant l'immensité douce et tragique des hauts plateaux semi-désertiques de la Laponie intérieure. Pour l'instant, le soleil n'était qu'une lueur d'espoir, se reflétant sur les nuages orangés et rosâtres qui couraient au-dessus des sommets à la neige bleuie. Comme à chaque fois qu'il était face à un tel spectacle, Clément repensait à son oncle, Nils Ante, connu comme l'un des chanteurs de Yox les plus doués de la région. De son chant de gorge lancinant, son oncle poète racontait les merveilles et les mystères du monde. Nils Ante avait bercé toute l'enfance de Clément et de ses Yox envoûtants, contes enchantés qui valaient largement tous les livres que les petits Norvégiens lisaient chez eux. Clément n'avait pas eu besoin de livres. Il avait eu l'oncle Nils Ante. Clément, en revanche, n'avait jamais su chanter, et il avait estimé qu'il était indigne de décrire avec des mots la nature qui l'entourait. Clément, parfois quand il était en patrouille sur cet immense plateau désertique qu'on appelait le Vida, comme aujourd'hui, il s'offrait une courte pause nostalgique, mais il se taisait, écrasé par le souvenir du York, incapable de poésie. Clément, tu veux bien me prendre en photo? Avec les nuages derrière? Sa jeune collègue brandissait son petit appareil photo sorti de sa combinaison bleu marine. Tu crois que c'est le moment? C'est pas pire que de rêvasser, lui répondit-elle en lui tendant l'appareil. Clément bougonna. Il fallait toujours qu'elle ait réponse à tout. Lui, les bonnes réponses ne lui venaient généralement que trop tard. Il retira ses moufles. Autant se débarrasser de la chose au plus vite. Le ciel était dégagé et le froid d'autant plus agressif. La température avoisinait les moins 27 degrés. Nina enleva sa chapka en peau de mouton et poil de renard, libérant sa chevelure blonde. Elle enfourcha sa motoneige et, dos aux nuages bigarrés, offrit son large sourire à l'objectif. Sans être d'une beauté époustouflante, elle était gracieuse et avenante, avec de grands yeux bleus expressifs qui trahissaient le moindre de ses sentiments. Clément trouvait ça très pratique. Le policier prit la photo, légèrement mal cadrée, par principe. Nina était arrivée à la police des Rennes depuis 3 mois, mais c'était sa première patrouille. Jusque-là, elle avait été en poste au commissariat de Kiruna, le quartier général situé côté suédois, puis à Kautokeino, côté norvégien. Agacé par ces demandes incessantes de photos, Clément s'arrangeait pour mettre un bout de doigt sur l'objectif. Quand elle lui montrait ensuite le résultat, Nina lui avait à chaque fois expliqué avec son gentil sourire qu'il fallait être attentif, à bien mettre les doigts sur les côtés. Comme s'il avait 10 ans. Il n'avait pas supporté son ton. Il avait renoncé à mettre les doigts. Il trouverait autre chose. Le vent soufflait légèrement. Par ce froid, c'était rapidement une torture. Clément jeta un coup d'œil sur le GPS de sa motoneige. Pur réflexe. Il connaissait ces montagnes par cœur. « Allons-y !» Clément enfourcha sa motoneige et s'élança, suivi par Nina. En bas de la colline, il suivit le cours d'un ruisseau invisible, recouvert de glace et de neige. Il déportait son corps pour éviter les branches de bouleau, se retournait, par acquis de conscience, pour s'assurer que Nina suivait. Mais il fallait bien avouer qu'elle maîtrisait déjà presque parfaitement sa machine. Ils continuèrent ainsi 1 heure et demie, enchaînant collines et vallons.
À l'approche du sommet de Rajesvari, la pente se raidit. Clémette se redressa sur le scooter et accéléra, toujours suivi par Nina. 2 minutes plus tard, le silence se fit. Clémette enleva son casque, sous lequel il portait sa chapka, et sortit sa paire de jumelles. Dressé sur le marchepied de la motoneige, un genou sur la selle, il observa longuement les alentours, scrutant les arêtes des collines, cherchant des taches mouvantes sur la neige. Puis il sortit un thermos et proposa du café à Nina. Elle s'avança vers la motoneige de Clémette, s'enfonça jusqu'à mi-cuisse dans la poudreuse. Elle peina pour venir jusqu'à lui. Les yeux de Clémette pétillaient de malice, mais il réfrénait son sourire. « Voilà pour la photo, » se dit-il. « Ça a l'air plutôt calme, non ?» constata-t-elle entre deux gorgées. « Oui, ça a l'air. Johann Henrik m'a dit que son troupeau commençait à se disperser. Ses rennes n'ont déjà plus assez à manger. Et s'il passe la rivière, cette tête de mule d'Aslak va encore être en pétard. Je connais le bonhomme. »« Aslak ? Celui qui habite sous une tente ? Tu crois que leurs troupeaux vont se mélanger ?»« À mon avis, c'est déjà fait. » Le téléphone de Clémette sonna. Le policier prit son temps pour coincer l'appareil sous l'oreillette de sa chapka. « Police des rennes. Clémette Nango, » répondit-il. Il écouta longuement, tenant toujours sa tasse à 2 mains, ponctuant parfois d'un grognement entre 2 gorgées. « Ouais, on sera là dans quelques heures. Ou peut-être demain. Et tu n'as vu vraiment aucune trace de lui. » Clémette but une nouvelle gorgée en écoutant, puis il raccrocha. « Bon, finalement, ce sont encore les rennes de Matisse qui ont fichu le camp les premiers. C'était Johann Henrik. Il m'a dit qu'il a vu une 30aine de rennes de Matisse qui ont franchi la route et sont chez lui. Allons-y. » 5h30, Kaotokeino. L'entrée du musée était dévastée. La neige s'engouffrait par la double porte béante. Le verre brisé se mêlait aux flocons déjà durcis par le vent glacial. Le faisceau des phares d'un scooter des neiges qui s'arrêta brutalement devant le bâtiment vint éclairer la scène. Gêné par sa lourde combinaison, le conducteur s'élança pesamment vers l'entrée. Il se frotta énergiquement les joues, essayant de refouler son pressentiment. Lui et sa femme avaient atterri dans cet espace ignoré du Grand Nord norvégien à l'ère pré-touristique. Leur fascination pour les lapons et leur talent de joaillier avaient trouvé à Kaotokeino le lieu où leurs 2 passions pouvaient s'épanouir. Au fil des ans, avec sa femme, il avait patiemment bâti l'un des lieux les plus surprenants du pays. Surplombant la vallée, une dizaine de bâtiments asymétriques s'étaient agglutinés les uns aux autres. Helmut décrocha une lampe torche dans l'entrée et commença sa pénible reconnaissance. Sa cité interdite, comme certains l'avaient baptisée, avait choqué quelques esthètes de la lapolitude et rendu méfiants les artisans samis. Helmut s'était mis à apprendre les techniques laponnes pour travailler l'argent, au point de devenir l'un des meilleurs experts de la région. Il avait rendu ses lettres de noblesse à cet art dispersé par le nomadisme, en lui offrant un lieu d'exposition ambitieux. Helmut avait compris que la partie était gagnée le jour où Isaac Matisse Sarah, chef de la Sida de Vuyorge, un puissant clan lapon à l'ouest de Karayok, lui avait apporté le berceau en bouleau de son enfance, afin de l'exposer dans la bâtisse dédiée au mode de vie lapon. Il avait maintenant l'une des plus belles collections d'Europe du Nord. Helmut traversa la pièce suivante, immense, consacrée aux collections d'Asie centrale. Les bijoux en argent et les poteries étaient là, tout semblait en ordre. Il entendit soudain un bruit lointain de pas sur le verre brisé, des pas qui devaient venir de l'entrée. Il s'arrêta pour écouter. L'écho affaibli traversait les salles. Il retenait sa respiration, tendant l'oreille. Instinctivement, Helmut attrapa un poignard afghan suspendu au mur et éteignit sa lampe torche. « Helmut !» On l'appelait. Il poussa un soupir de soulagement. « Ici, dans le salon afghan !» cria-t-il à son tour. Il reposa le poignard. Au bout de quelques secondes, il vit apparaître une silhouette emmitouflée qui avançait lourdement. À la rondeur boursouflée de la combinaison, il reconnut aussitôt le journaliste. « Johann, bon Dieu, qu'est-ce que tu fiches ici ?»
C'est Berit qui m'a appelé. Elle a vu un scooter partir il y a une demi-heure environ. » Helmut reprit sa progression, troublé. Tout semblait là. Un jeune soûlard aurait-il brisé la porte d'entrée? Son impression se renforça quand il arriva enfin dans la dernière pièce, la salle blanche, où s'entassaient les trésors de l'art lapon, les plus belles pièces de joaillerie, d'un argent vif finement ciselé. Helmut aperçut alors la porte de l'entrepôt. Elle était ouverte, poignée arrachée. Quelqu'un s'était acharné dessus. Son ventre se serra à nouveau. Une lumière crue éclaira bientôt la vaste pièce. Il y avait surtout des caisses rangées et numérotées sur des étagères murales. Le centre de la pièce était occupé par de vieilles tables en pin. Tout était en ordre. Bien, bien. Son regard retourna alors sur la première étagère. 2 caisses contenaient des chameaux en cornes sculptées, fabriqués dans un atelier de Kandahar. Bien, mais l'étagère du dessus était vide. La douleur dans le ventre fut brutale. L'étagère n'aurait pas dû être vide. La caisse avait disparu. À voir le visage de l'Allemand, le journaliste comprit. « Qu'est-ce qui manque ?» Helmut avait la bouche ouverte, le regard stupéfait. « Helmut, qu'est-ce qui manque ?» Le directeur du centre regarda le journaliste, ferma la bouche et déglutit. « Le tambour !» réussit-il à articuler. « Oh putain !» 11h30, Laponie centrale. Nina était cambrée sur son scooter, manette d'accélérateur à fond. Les branches des bouleaux nains lui fouettaient le visage. La machine puissante grimpait la pente raide avec facilité. L'épaisse couche de neige atténuait le relief et rendait la progression plus facile. Quelques secondes seulement après Clémette, elle parvint au Gumpi, à mi-hauteur d'une colline douce, calée dans un léger vallon. Elle s'étonnait toujours que les éleveurs puissent vivre ainsi dans des Gumpis précaires des semaines d'affilée en plein hiver, par des températures qui pouvaient descendre à -35, -40 parfois, isolés de tout, à des dizaines de kilomètres du premier village. Le vent avait forci et rien ne semblait pouvoir le freiner sur ces montagnes pelées et désertiques, même si le Gumpi était légèrement à l'abri en contrebas du sommet. Elle enleva son casque, réajusta sa chapka et détailla le Gumpi. Un mélange de caravane et de baraques de chantier en plus petit. De la fumée sortait d'une cheminée en fer blanc. Le Gumpi était blanc, monté sur de gros patins qui permettaient de le remorquer. Les côtés étaient renforcés par des plaques de métal. C'était moche, mais l'esthétique importait peu sur la toundra. Nina regardait le capharnaüm devant le refuge. La motoneige de l'éleveur, un établi sommaire pour couper du bois avec une hache plantée dans l'un des rondins, des bidons en fer ou en plastique, 2 caisses métalliques posées sur une remorque de scooter, des bouts de cordes plastifiés un peu partout, et même la peau et la tête d'un renne jetées devant le Gumpi. Du sang tachait la neige. Les viscères étaient étalés au milieu des sacs poubelles déchiquetés, sans doute par un renard. Nina passa par la porte étroite à la suite de Clémette, entrée sans frapper. Mathis se redressa lentement en se frottant les joues. « Boris !» le salua Clémette. Comme il le faisait d'habitude, Clémette avait profité du fait que la liaison était encore bonne sur le lac pour passer un coup de fil à Mathis et le prévenir de son arrivée. Nina s'avança à son tour et se pencha vers Mathis. « Bonjour, Nina Nansen. Je viens de commencer à la police des Rennes, patrouille P9, avec Clémette. » Mathis lui tendit sa main graisseuse que Nina serra en lui souriant. La jeune policière regarda autour d'elle, impressionnée par le désordre et la saleté. L'ameublement était spartiate. Dans le sens de la longueur, à gauche, quelques étagères surchargées de bidons remplis de liquides colorés, de boîtes de conserve et d'ustensiles accrochés à des clous, lanières de cuir, couteaux traditionnels. À la réflexion, se dit Nina, l'étagère était relativement ordonnée. Ces objets devaient être importants pour le berger. Puis un lit superposé. À droite, un poêle et un banc-coffre. Entre le lit et le banc, une table longue et étroite. La couchette supérieure était encombrée de sacs plastiques d'où émergeaient des vêtements, des boîtes de nourriture.
Des cordes, des couvertures, une combinaison de scooter, une grosse pelisse en peau de renne, plusieurs paires de gants, une chapka, tout un fouillis emmêlé et crasseux. Matisse était allongé sur la couchette de dessous, à moitié enfoncé dans un gros sac de couchage posé sur des peaux de renne. Le sac était recouvert de plusieurs couvertures déchirées et tachées de nourriture et de graisse. Une grosse casserole mise à feu doux chauffait sur le petit poêle. À ses pieds, une autre marmite était emplie de neige en train de fondre. Sur un fil suspendu qui traversait le goumpi, 2 chausses en peau de renne et plusieurs paires de chaussettes à la propreté douteuse séchaient, ainsi que 2 bouts de peau de renne dont les poils avaient été enlevés. 2 paires de grosses chaussures d'hiver dépassaient dessous l'étagère. Nina balayait du regard le modeste goumpi de ses yeux grands ouverts. Elle aurait voulu prendre des photos, mais n'osait pas. C'était sale, repoussant et fascinant. Elle réalisait qu'elle venait de mettre un pied dans un monde inconnu. Cela dépassait son entendement. Comment, en Norvège, pouvait-on vivre comme ça, dans son propre pays? Ça lui rappelait un reportage qu'elle avait vu à la télévision sur un campement de tziganes en Roumanie. Il ne manquait plus que les enfants à moitié nus. En même temps, Nina se sentait gênée. Elle ne savait pas très bien pourquoi. Clémette paraissait à l'aise, mais il était de cette région, il savait. Ça aussi, c'était donc un visage du royaume scandinave. Clémette lui avait expliqué que Matisse ne vivait pas de façon permanente ici, mais tout de même, ça, la Norvège. Dans le village de Nina, au sud de la Norvège, les pêcheurs avaient des cabanes à peine plus grandes que ça, posées sur l'eau. Ils y entreposaient leurs barques, leurs filets. Nina venait s'y cacher parfois quand elle était enfant pour observer les gros bateaux de pêche qui accostaient au village et que sa mère lui interdisait d'approcher. Les hommes apportent le péché avec eux, lui disait sa mère. Sa mère voyait le péché partout. Mais dans les cabanes de pêcheurs, il n'y avait pas cette misère. Dans ce goumpi non plus, d'ailleurs, se dit Nina, après quelques instants. Ce goumpi respirait la détresse. Sa mère aurait su prendre soin de cette pauvre âme. Elle savait toujours quelle décision prendre, faire la part entre le bien et le mal. Elle se demanda si Clémette se faisait les mêmes réflexions ou si son collègue était blasé, ou s'il pensait que de telles conditions étaient normales ici. Matisse les regardait tous les deux d'un air incertain. Il avait le regard fuyant. « Ah, tu m'as fait peur au téléphone tout à l'heure, » lança l'éleveur à Clémette qui vint s'installer en face de lui sur la banquette. « Quand tu m'as appelé, t'as dit « police ». J'ai eu une de ces trouilles. T'aurais pu dire « police des rennes ». Clémette rigolait en sortant des tasses de son sac à dos. « C'est vrai, quoi ?» poursuivit Matisse. « La police qui vous appelle, on ne sait jamais quelle tuile va vous tomber dessus. Mais la police des rennes, au moins, on sait que c'est jamais bien sérieux. Pas vrai, Clémette ?» Clémette semblait content de son coup. Il sortit une bouteille en plastique contenant un liquide transparent. « Ah ah !» s'exclama Matisse. « Moi, tu me la fais pas. »« Non, non, c'est de l'eau cette fois-ci, » assura Clémette. Matisse s'était détendu. Il commença à chantonner en ouvrant les bras à destination de Nina. Un chant de gorge lancinant, saccadé, guttural parfois, auquel Nina ne comprenait rien. Ça devait être un yoke de bienvenue. Clémette souriait en écoutant. Nina vint s'asseoir en bout de banquette, elle aussi maculée de multiples taches. « Avant de t'asseoir, tu peux amener la marmite qui est sur la table, » lui dit Matisse. Nina le regarda d'un œil noir. L'autre n'avait pas fait un geste pour se lever. « Mais bien sûr, dit-elle en souriant, tu as l'air si fatigué. C'était beau ce que tu chantais. » Nina voyait que Matisse montrait des signes d'ébriété. Elle n'aimait pas voir les gens dans cet état. Cela la mettait mal à l'aise. Elle enleva sa chapka, chercha un endroit à peu près propre pour la poser, puis se releva gracieusement, porta la marmite qu'elle plaça sur la table. Sans attendre, Matisse plongea sa fourchette dedans et en tira un morceau de viande qu'il commença à mâcher, laissant le bouillon dégouliner sur le sac de couchage dont il s'était à peine extrait. « Moi aussi, j'avais un oncle qui était chanteur de yoik, » dit Clémette. « Ah, ça, c'est vrai que ton oncle Niels Ante, c'était un bon yoiker. Il était capable d'improviser un chant comme ça, là, devant toi, pour raconter un lieu, une personne, ou quelque chose qu'il venait de voir ou qu'il avait touché. Mais quand il parlait, il avait une voix un peu traînante,
Je voyais ses yeux se mettre à pétiller quand il allait chanter. « Et alors, il fait quoi ton oncle maintenant ?»« Il est vieux, il ne chante plus. » Clémette plongea à son tour un couteau pour attraper un morceau qu'il posa dans sa gamelle. Nina le laissait agir à sa guise. Il avait l'habitude de traîner avec les éleveurs. Il fallait toujours prendre son temps avec eux, lui avait dit Clémette. Elle se demandait si Mathis avait vraiment le droit d'abattre un renne comme ça. Clémette se repenchait déjà sur la gamelle, visiblement peu pressée d'entamer la conversation. Il aperçut un tibia. « Je peux ?» demanda-t-il à Mathis. L'autre fit un geste du menton, tout en sortant un paquet de tabac. Le téléphone mobile sonna alors que Clémette s'apprêtait à briser le tibia de renne d'un coup de manche de poignard. « Satan !» maugréa-t-il. Il regarda un instant l'os fin comme s'il en attendait une réponse. Il n'en pendouillait que quelques morceaux de viande bouillie dans l'eau salée. L'air renfrogné, il se tourna vers Mathis. Le Sami finissait de se rouler une cigarette. Du bouillon luisait sur son menton. Un petit bout de viande était resté piégé dans sa barbe. Clémette fit la grimace, l'os et le poignard toujours en main. Entre deux sonneries, on n'entendait plus que cet insensé vent de Sibérie qui glaçait le Finnmark depuis 2 jours, comme si les 30 degrés au-dessous de zéro n'y suffisaient pas. Mathis en profita pour tirer un bidon de 3 litres de dessous sa couchette. Il le posa sur la table et remplit sa tasse. Le téléphone sonnait toujours. Même en plein vida, la couverture téléphonique pouvait parfois les atteindre. Le téléphone cessa soudain de sonner. Clémette regarda l'écran. Il ne dit rien. Nina le regarda avec insistance. Son coéquipier finit par lui tendre le téléphone. Nina lut le nom. « Je rappellerai plus tard », se contenta de dire Clémette. Visiblement, les éleveurs devenaient très vite nerveux et impatients quand des troupeaux se mélangeaient. Mathis poussa le bidon vers Clémette. « Non, merci. » Il regarda Nina, qui lui fit non de la tête en le remerciant d'un sourire. Mathis vida la moitié de sa tasse et plissa les yeux en grimaçant. Clémette reprit le tibia et le brisa net. Il le tendit à Nina. Il n'y avait plus rien de souriant dans le visage de la jeune femme. Elle s'était mise à l'aise, à demi étendue sur la banquette, ayant largement ouvert sa combinaison. Une température presque acceptable régnait dans le goumpi. « Tu en veux ?»« Non, » répondit-elle sèchement. Elle sentait que finalement elle n'allait pas échapper à la blague favorite de Clémette. Il porta l'os lentement à sa bouche en la fixant et aspira bruyamment une portion de moelle. Il s'essuya du revers de la manche. Il fit un clin d'œil à Mathis et se tourna vers Nina, le regard pétillant. « Tu sais que c'est le Viagra du Lapon ?» L'œil incertain, Mathis observait tour à tour les 2 policiers, jusqu'à ce que Clémette éclate de rire. Nina le regarda. Oui, pensa-t-elle, elle avait déjà entendu au moins 2 fois de sa bouche durant les 4 jours de patrouille. Maintenant, laissant apparaître une bouche édentée, Mathis riait aussi, d'un rire de dément qui surprit Nina. Il prit à son tour l'os à moelle et l'aspira avidement. « Hé, le Viagra du Lapon !» Il riait sans plus pouvoir s'arrêter, bouche grande ouverte, chicot au vent. Des morceaux de viande sautaient de sa bouche. Nina se demandait ce qu'elle faisait là, mais n'en laissait rien paraître. Elle savait que Clémette jouait un peu avec elle, et espérait qu'il saurait ne pas dépasser les limites. Elle se sentait encore trop novice dans ce milieu des éleveurs pour dire à Mathis ce qu'elle pensait. À son tour, l'éleveur tendit l'os dégoulinant à Nina, tandis que la bave lui coulait au coin de la bouche. « Allez, allez, le Viagra du Lapon !» Et il explosa à nouveau de rire, jetant un œil rapide à Clémette, puis il se lança dans un nouveau yoïk, ponctuant ses effets de la main, regard fixé sur Nina, même s'il ne semblait pas vraiment la voir. Clémette avait l'air de s'amuser de la situation. Il s'essuyait le coin des yeux, regardant Mathis en souriant. Toujours en bout de banquette, Nina avait ramené les genoux sous son menton et croisé ses bras autour de ses jambes. Vêtue d'une combinaison, ce n'était pas évident. C'était sa position de boudeuse. Elle faisait la moue, mais pas par diplomatie, gratifia l'éleveur d'un sourire poli de refus. Visiblement, il ne voyait pas souvent une femme par ici. « Ah, eh bien, moi, je me sens en pleine forme, » insista Clémette en jetant un œil coquin à Nina. Et Mathis repartit de son rire en se tapant les cuisses.
Hé, c'est qu'elle est belle, hein octa l'éleveur. Clémette se redressa soudain et se servit une louche de bouillon. En le voyant redevenu sérieux, Mathis arrêta brutalement de rire. Nina s'était dépliée pour se verser du café, renonçant au bouillon de reine. Mathis lui jeta un regard en coin, détaillant avec insistance la jeune femme dont le pull bleu foncé épousait grossièrement la forme des seins. Puis il jeta un coup d'œil rapide à Clémette et baissa les yeux. Nina se sentait mal à l'aise. Cet éleveur, avec son air libidineux, la dégoûtait, même si elle savait qu'elle devait surtout en avoir pitié. « Alors, Mathis, tes rennes sont passés de l'autre côté de la route? Tu sais qu'ils sont chez Johann Henrik? Il nous a appelés. » Mathis fut surpris par le brusque changement de Clémette. Il le regarda nerveusement, puis Nina, passant de son visage à ses seins. « Ah bon ?» fit-il d'un air innocent. Il se frottait la nuque, regardant Clémette du biais. Le téléphone sonna à nouveau. Clémette le prit sans cesser de regarder Mathis. La connexion fut interrompue plus vite encore. Cette fois-ci, l'écran montrait que c'était le commissariat de Kaotokaino. Il attendrait aussi. « Alors ?» reprit Clémette. Nina observait l'éleveur. Il avait les pommettes hautes et le menton fuyant, le teint buriné, une barbe plutôt fournie pour un lapon. Quand il allait parler, il donnait l'impression de commencer par une grimace, les yeux plissés, la lèvre inférieure venant chevaucher la supérieure, avant d'ouvrir grand les yeux et la bouche. En dépit du malaise que lui inspirait l'homme, Nina était assez fascinée. Jamais elle n'avait rencontré un tel personnage. Dans son petit village du sud, au bord d'un fjord à 2000 kilomètres de là, on ne voyait pas de gens comme lui. Ça n'existait pas. « Ben, je sais pas. » Clémette ouvrit son sac et en sortit un jeu de cartes d'état-major au 50 millième. Il repoussa la marmite et des boîtes de haricots remplies de mégots. Mathis en profita pour vider le reste de sa tasse, en grimaçant encore, puis il la remplit aussitôt à ras. « Regarde, nous sommes là. Ça, c'est la rivière. Là, le lac, par où tu pars vers le nord pour ta transhumance. En ce moment, Johann Henrik a ses rennes là et là, dans les bois. »« Ah ouais » dit Mathis dans un bâillement. « Et les tiens ont traversé par la rivière. »« La rivière !» Il rigola, eut un hoquet, reprit son sérieux. « Ah ouais, c'est que mes rennes, ils savent pas lire les tracés, tu sais. » « Mathis, tu sais parfaitement ce que je veux dire. Tes rennes ne doivent pas être de ce côté de la rivière. Tu sais que ça va encore être l'enfer ce printemps quand vous allez devoir séparer vos rennes avec Johann Henrik. Vous allez vous disputer comme d'habitude. Tu sais bien tout le travail que ça représente de trier les rennes. Et de surveiller son troupeau quand on est tout seul, en plein hiver dans la toundra. C'est pas du travail, peut-être ? » « Où s'étend ton pâturage d'hiver ?» demanda Nina. La jeune policière n'avait encore qu'une vision théorique de l'élevage de rennes, acquise rapidement lors de sa formation à Kiruna. Petite fille, elle avait surtout gardé les quelques moutons que sa mère élevait. Plus pour le plaisir d'ailleurs, car les moutons se gardaient tout seuls au fond du fjord. Chez elle, être berger n'était pas un métier, tout au plus un passe-temps. Que l'on doive passer sa nuit en pleine bourrasque glacée pour garder des rennes lui paraissait incroyable. Elle avait besoin de se rapporter à des données concrètes et mesurables pour comprendre. Mathis bâilla encore, se frotta les yeux, but une gorgée d'eau-de-vie. Il ignora la question de Nina. « Et pourquoi il râle comme ça, Johann Henrik ?» dit-il, en regardant Clémette. « Il n'a qu'à repousser ses rennes vers la colline. Il a du monde, lui !»« Mathis, dit Nina, je t'ai demandé où s'étendait ton pâturage. » La jeune femme avait parlé très calmement. Elle ne pouvait pas imaginer que Mathis fasse exprès d'ignorer sa question. « Ben oui, il a du monde, répliqua Clémette, mais tu es quand même sur ses terres. C'est comme ça, tu es responsable de ton troupeau. »« Et alors, c'est pas moi qui les ai tracés, ces frontières. C'est ces fichus fonctionnaires de l'office de gestion des rennes, avec leurs beaux crayons de couleur et leurs règles bien droites dans leurs bureaux bien chauffés. » Il but une gorgée sans sourciller cette fois. Il était énervé. « Et j'ai passé presque toute la nuit à surveiller le troupeau, moi. Tu crois que c'est drôle ? » « Mathis, peux-tu, s'il te plaît, me montrer les limites de ton pâturage ?» Nina conservait une voix douce. « Tu n'as personne pour t'aider, » continua Clémette. « Pour m'aider ? Qui ? »
À Slack-Tête, parfois. Eh ben, pas cette fois-ci. L'hiver a été pourri pour tout le monde. Il doit faire la gueule encore. Et puis les rennes n'ont pas assez à manger. Ils n'arrivent pas à casser la glace et attraper le lichen. Et puis j'en ai marre, moi. Et j'ai pas d'argent pour leur acheter des granulés. Alors mes rennes, ils vont là où il y a à bouffer. Ils se rabattent sur la mousse des troncs d'arbres, dans les bois. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Il but une rasade plus longue. Mais j'irai voir tout à l'heure. Il vida la tasse, bâilla longuement. Et la petite demoiselle, elle veut que je lui lise son avenir? La petite demoiselle aurait voulu que tu lui montres les limites de ton pâturage. Clémette te dira. Pas d'avenir alors? Ah ben je vais dormir moi. Et sans plus de façon, il se retourna dans son sac de couchage. Clémette leva les yeux au ciel et fit signe à Nina qu'il partait. Une fois dehors, Clémette alla jeter un coup d'œil au scooter de Matisse, toucha le moteur et resta un instant à observer la machine. Clémette, pourquoi Matisse ne me répondait pas? Ah, tu sais, c'est un peu macho comme milieu ici. Ils ne sont pas habitués à voir des femmes sur la toundra en plein hiver, et encore moins en uniforme. Ils ne savent pas très bien comment gérer ça. Hein? Et toi, tu sais, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, rien. Alors, ces limites de pâturage, ton bon ami m'a dit que tu me montrerais. La neige se remettait à tomber en dépit du froid. Clémette déplia la carte sur la selle de son scooter et montra à Nina le pâturage. Mais alors, si c'est un bois qu'il lui faut pour l'instant, il pourrait amener son troupeau vers le nord-ouest. Il y a un bois bien plus important. Et c'est au milieu de sa zone, loin de Johann Henrik. Oui, peut-être. Peut-être ont-ils déjà été là, et peut-être que le gros de son troupeau y est encore. On peut aller jeter un œil si tu veux, dit Clémette, et après on passera voir Johann Henrik. Ils se remirent en selle. Quelques minutes plus tard, Clémette s'arrêta au milieu du lac. Il savait qu'à cet endroit son téléphone captait le réseau. Le premier message était de Johann Henrik. Il semblait excédé. Le second message du commissariat de Kaotokeino était plus sec encore. La patrouille P9 devait rentrer toute affaire cessante. Johann Henrik devrait encore attendre. « 12 heures, Kaotokeino. Carl Olson avait laissé tourner le moteur de son pick-up. L'air du parking, à quelques kilomètres à l'extérieur de Kaotokeino, était presque vide, à part une remorque abandonnée devant l'entrée de l'enclos à rennes, délaissée en cette période de l'année. On ne le voyait pas de la route. Il se resservit une tasse de thé, le but brûlant, et regarda autour de lui. Il faudrait bientôt commencer à vérifier le matériel. Il repoussa sur le front sa casquette verte à visière brune à l'effigie d'une marque d'engrais et se gratta le crâne, doucement, les yeux plissés. Ouais, il faudrait beaucoup d'orge cette année. Et puis, il voulait essayer les tomates sous serre. Il y avait de nouvelles aides de l'Union européenne à récupérer. Pas pour le marché local, non, mais c'était toujours populaire chez les touristes, ce genre de truc, les tomates de Laponie. Il ricana tout seul. La nouvelle du vol faisait encore la une du journal de 9 heures. C'était le premier tambour traditionnel sami à revenir définitivement en territoire sami, expliquait l'Allemand à la radio. Ces tambours étaient utilisés par les chamans. Celui-ci a une valeur énorme pour la population d'ici. C'est un drame pour eux, car cela fait des années que les gens se battent pour que ces tambours reviennent enfin sur la terre de leurs ancêtres. Carl Olson prit un air mauvais en entendant l'interview. La terre de leurs ancêtres. Quel con ce Bosch. Qu'est-ce qu'il en sait de ses ancêtres, lui? Il jeta le reste du café refroidi par la fenêtre. Il n'avait rien de plus depuis ce matin, se dit Carl Olson. Il se reversa un peu de café. Quelques minutes plus tard, une Volvo bleu ciel vint se ranger près de son pick-up coréen. Un homme élancé et moustachu vint s'asseoir près de lui. « Café ?» ?»« Oui, » dit le nouveau venu en enlevant son bonnet. « Bon, qu'est-ce que tu as? Fais vite, j'ai pas beaucoup de temps. »« Cette histoire de tambour. »« Oui, oui, tout le monde est sur les dents. »« Tu sais, Rolf, j'ai bien connu ton père, hein, un brave gars. Je crois qu'il m'aimait bien aussi. »« Et ? Ça fait combien de temps que t'es dans la police maintenant, mon gars? » « 17 ans. C'est pour parler de ma vie que tu voulais me voir ici? »
Et ça fait quoi, 3 ans que t'es revenu au village? Un peu plus, oui, tu le sais bien. Écoute, petit, cette histoire de tambour, c'est emmerdant. Ben oui, c'est embêtant, bien sûr c'est embêtant. Et alors? Ça va exciter tout le monde, cette affaire, tu vois? Mais ça excite déjà tout le monde. Ouais, ouais, je viens d'entendre cet abruti d'allemand. Un véritable drame, un véritable drame, fit le paysan en imitant le directeur du centre culturel. Rolf Bratzen n'aimait pas l'allemand non plus. Il donnait trop d'importance aux Lapons, pas assez aux Norvégiens. Karl Olsen se tourna un peu plus vers le policier. Il avait toujours cette raideur de la nuque qui l'obligeait à se contorsionner pour voir ses interlocuteurs. Il regarda Rolf Bratzen de travers. Écoute, Rolf, je vais te dire les choses, parce que moi je suis comme ça, je dis les choses. Tu sais qui je suis, tu sais que je suis au Parti du Progrès, et tu sais ce qu'on pense de ces histoires de Lapon au parti. Le policier se taisait maintenant. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais je sais ce que ton père en pensait. Et ton père et moi, on pensait pareil. Tu sais que c'était un bon Norvégien, ton père, hein? Et toi, t'es un bon Norvégien aussi, hein, petit? Le vieux paysan, fatigué de sa position, s'avança pour orienter le rétroviseur de façon à voir le regard du policier sans se tordre le cou. Alors, petit, je sais que tu es un bon gars. Ton père était un bon gars. Tu sais qu'avec lui, on a mené la vie dure, au coco dans le temps. Eh ben, les Lapons, c'est pareil, hein. Communistes et compagnie, ces gars-là, avec leurs histoires de droit à la terre. Moi, la terre, je sais ce que c'est. Et la terre, elle décide toute seule à qui elle veut appartenir. Et c'est à celui qui s'en occupe, pas à un autre, tu comprends? Et moi, je m'en occupe de la terre. Et ce putain de tambour, ça va les réveiller, ces gars-là. Mon tambour, ma terre, et tout le bordel, quoi. Tu vois, c'est pas bon pour nous, leur baratin. Et puis, ça va rameuter les fouilles-merdes d'Oslo. On n'a pas besoin d'empoter de la capitale, hein. On est mieux entre nous, hein. Quoi qu'on serait encore mieux sans ces lapons. Le paysan s'arrêta un instant pour vider par la fenêtre son café refroidi et s'en resservir du chaud. Dis donc, t'es pas un bavard, toi. T'es comme ton père, tiens. Oh, c'était un bon gars, carré. Un gars de confiance, tu sais. Oh, les cocos, ils en ont chié avec nous. Tu leur ressembles, tu sais. Ils seraient fiers de toi, petit. Écoute, Karl, dit soudain le policier. Ces enculés de Lapon, je les aime pas plus que toi. Et j'aime pas voir ces enculés de Russes qui se baladent chez nous et ces enculés de Pakistanais qui nous envahissent. Moi, je suis policier, d'accord? Voilà, petit, comme tu t'emportes, sourit mielleusement le paysan, content de la tournure que prenait enfin la conversation. Bien sûr que tu es policier, et un bon policier. Je voulais juste que tu saches que tu n'étais pas seul. Faut pas qu'ils se mettent trop à réfléchir, ces gars-là. Et je me dis que ce tambour-là, c'est peut-être pas si grave s'ils le récupèrent pas. Hein? Sinon, ça pourrait leur donner des idées. Tu vois déjà qu'ils ont leur propre police. La police des Rennes, la brigade légère, des espèces de tordus de faux flics de pacotille. Pour la première fois, le policier s'emportait. Tiens, continua Rolf Bratzen, ceux de Kautokeino sont chez ce dégénéré de Matisse, cette espèce de débile qui passe son temps à chanter en picolant au lieu de garder ses rênes. Ah, ils sont chez lui, releva le paysan en essayant de se retourner vers le policier. Karl reprit aussitôt. Ça, pour être dégénéré, il l'est. Mais bon, c'est à force de baiser entre eux, pas vrai? Parce que tu le connais, le père de Matisse. Le vieux fou, là? Celui qu'on disait chaman? Ça, c'est ce qu'on croit, petit. La vérité, c'est que le Matisse, son père, eh ben, c'est son oncle, le propre frère de sa mère. Tu piges? Rolf Bratzen secoua la tête. Bon, je dois rentrer au poste. Je savais pas que toi et mon père, vous vous étiez si bien connus, dit le policier. Il se tourna pour la première fois vers le paysan, le scrutant. Il ne m'avait jamais parlé de toi. Le paysan regardait droit devant lui. Va faire ton travail, mon gars, répondit Karl Olsen, sans soutenir son regard. Et n'oublie pas qui sont les tiens, et que ce tambour, faudrait peut-être pas trop se presser de le retrouver, parce que ça va nous les exciter, ces communistes de Lapon. 16h30, Kautokeino.
Clément Nango et Nina Nansen arrivaient par le versant sud-est du village. Ils empruntèrent l'autoroute, comme on l'appelait l'hiver, remontant la large rivière glacée qui passait au milieu du village pour rejoindre le centre où était situé le commissariat. L'entrée publique se trouvait à côté du Vinomopolette, le magasin d'État de vente d'alcool au détail, et il n'était pas rare que des clients se trompent de porte. Les lueurs du soleil avaient déjà disparu de l'horizon depuis longtemps, mais il restait une vague lueur bleutée. Clément et Nina laissèrent leur motoneige sur le parking, portèrent à deux chaque caisse dans le garage, puis montèrent à l'étage où étaient les bureaux. « Ah, vous tombez à pic. Il y a une réunion qui démarre dans le bureau du shérif, leur dit la secrétaire du commissariat en les croisant dans l'escalier. Je ne sais plus où donner de la tête, moi, avec cette histoire de tambour. Quoi, le tambour? Ah, tu n'es pas au courant. Tu verras, dit-elle en brandissant une liasse de papier. Je file. Les deux policiers allèrent poser leur matériel, puis se rendirent dans la salle de réunion. Ils furent accueillis par la voix de Thor Jansen, qu'on surnommait le shérif, à cause de sa façon de rouler des épaules et de porter dans le civil un chapeau de cow-boy en cuir. Le shérif les laissa s'installer. Il y avait 4 autres policiers. Clément Nango nota l'absence de Rolf Bratsen, l'adjoint du commissaire. Dans la nuit de dimanche à lundi, un tambour lapon a été volé chez Yule, commença Thor Jansen. Vous savez que ce tambour est spécial. C'était le premier à revenir de façon permanente en Laponie. Je ne suis pas lapon, mais pour les lapons, c'est apparemment important. C'est important pour toi, Clément? Tu es le seul lapon ici. J'imagine, oui, enfin, je sais pas, dit-il, l'air un peu gêné. En tout cas, ça fait un sacré ramdam. Les lapons crient qu'on leur vole à nouveau leur identité, qu'on les discrimine encore et toujours, etc. À Oslo, ça les énerve, évidemment. Surtout qu'une conférence importante de l'ONU sur les populations autochtones se tient dans 3 semaines, et que nos amis lapons sont, comme vous le savez tous par cœur, notre chère population autochtone à nous. On t'a appris ça à l'école de police, Nina? Ça m'étonnerait. Bref, ça les rend nerveux, nos amis d'Oslo. Ils aiment bien passer pour les premiers de la classe à l'ONU, surtout avec tout le pognon qu'on leur file. Et ils voudraient pas se faire taper sur les doigts pour une histoire de tambour. Est-ce qu'on a déjà une idée sur un coupable? Demanda Nina. Non, répondit le shérif. Les hypothèses? Reprit Nina. Avant d'en venir là, on reprend depuis le début. La secrétaire entra. Elle distribua à chacun 5 feuilles agrafées. Donc, ce tambour était dans une caisse fermée, reprit le shérif. Un collectionneur privé l'a expédié au musée récemment. Le tambour a disparu avec la caisse. Apparemment, rien d'autre n'a disparu. Il y a eu effraction. 2 portes ont été brisées. La porte d'entrée était une porte vitrée. Elle a volé en éclats. Photo 1. Et puis la porte des archives. Photo 2. Elle a été forcée, on ne sait pas comment. Il y a un plan des lieux. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Clément feuilleta rapidement les feuilles. Le contenu en était maigre. Du travail bâclé. Je vous rappelle, grosse pression politique d'Oslo, mais aussi des politiciens lapons ici, sans compter l'extrême droite qui tente de gagner des points sur le dos des lapons et qui en rajoute. Les gars, vous filez au musée, creusez cette histoire. Clément et Nina, vous êtes en renfort pour patrouiller en ville. Il paraît que ça bouge un peu. Et les hypothèses? Demanda Nina avec un doux sourire. Cela faisait la 2e fois aujourd'hui qu'un interlocuteur évitait de répondre à ses questions et elle commençait à trouver ça irritant. Le shérif la regarda un instant en silence. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une voisine, il jeta un œil vers le maigre rapport, Berit Koutsny, a entendu un scooter dans la nuit. Même si ça n'est pas normal, avec les va-et-vient des éleveurs à toute heure du jour et de la nuit, c'est inhabituel à cet endroit. Les traces ont été effacées par la tempête de neige. Ah, l'enquête est confiée à Rolf. Je vous veux au rapport demain matin. Clément, comment ça se passe sur le villa? Demanda le shérif après le départ des autres. Ça commence à être tendu. Mauvais hiver. Pour les petits éleveurs, c'est très dur. Je crois qu'on va assister à une escalade de conflits. Clément, ça serait bien qu'on n'ait pas de trop gros pépins avec cette conférence, si tu vois ce que je veux dire. Clément fit la moue. Va dire ça aux reines. Et toi, va le dire aux éleveurs, c'est ton boulot. En attendant, emmène Nina faire un tour en ville. Et pour bosser, Clément, pas pour lui faire la causette.
Tu me fatigues, shérif. Je te connais, Clémette. Clémette et Nina roulèrent quelques centaines de mètres en scooter le long de la route d'Alta jusqu'au carrefour. On disait seulement le carrefour car c'était le croisement stratégique de Kaoto-Keino. La route venait d'Alta, sur la côte septentrionale, et partait vers la Finlande, puis vers Kiruna en Suède. Les poids lourds l'empruntaient pour relier le sud au nord de la Norvège. Elle avait le mérite d'aller tout droit, même s'il fallait traverser 2 frontières, plutôt que de passer par l'interminable route des fjords norvégiens. L'axe perpendiculaire menait moins loin. D'un côté au parking du supermarché et de l'autre à la route qui desservait plusieurs entreprises et au-delà l'imposant temple en bois que l'on apercevait, un tantinet dominant. Une dizaine de personnes occupaient le milieu du carrefour. La plupart d'entre eux arboraient la tenue traditionnelle sami, dont les couleurs vives ressortaient sur la neige. 2 femmes âgées tenaient une banderole visiblement faite à la va-vite et à peine lisible. Les lettres bavaient « Rendez-nous notre tambour ». Pas besoin d'en dire plus, songea Clémette. Un groupe se tenait autour d'un brasero. La température était un peu plus clémente, avec un léger -20, mais le froid était mordant à cause du petit vent qui soufflait. Les policiers allèrent se garer sur le parking à côté du brasero. Il y avait peu de circulation, comme d'habitude à vrai dire. Une femme qui avait l'air proche de la soixantaine se tourna vers eux et leur proposa du café. « Alors, Berit, qu'est-ce que vous faites là ?» lui demanda Clémette. Il connaissait Berit Koutzmi depuis longtemps. Sa peau fine épousait le contour de son visage. Ses pommettes très relevées tiraient vers le haut ses joues qui ne se ridaient que lorsqu'elle souriait. Il émanait beaucoup de bonté de son visage, et ses paupières légèrement tombantes sur le coin des yeux accentuaient un regard plein d'empathie. Il connaissait d'ailleurs tous les manifestants. Ils étaient lapons, mais aucun d'eux n'était éleveur de rennes, à part Olaf, le plus jeune des manifestants. Il était penché sur la vitre ouverte d'une voiture et discutait avec le chauffeur. Les autres bergers n'avaient pas le temps d'être là. Ils étaient sur le vida, à regarder les rennes ou à dormir pour récupérer d'une nuit de veille dans le froid, comme Matisse sans doute en ce moment. À tenter d'oublier que dans quelques heures, il faudrait ressortir dans le froid, le vent cinglant, il faudrait remettre ses couches de vêtements, oublier la gueule de bois, lancer le scooter seul dans la toundra, en espérant ne pas avoir d'accident. Plus d'une fois, on avait retrouvé des bergers morts de froid, non loin de leur scooter embouti contre un rocher invisible sous la neige. Éleveurs de rennes passaient à juste titre pour le métier le plus dangereux du Grand Nord. « Dis donc, elle est mignonne, la petite » dit Berit en riant. « Sacrée Clémette, il faut pas vous laisser faire, ma petite » ajouta-t-elle pour Nina. « Clémette, c'est un coureur. Il n'a peut-être pas l'air comme ça, hein, mais gare à vos fesses. » Nina regardait Clémette avec un sourire un peu gêné. Le policier voyait bien que la jeune femme paraissait surprise par le franc-parler des gens du Nord qui devaient jurer avec la retenue des Scandinaves du Sud. Clémette et Berit se connaissaient depuis l'enfance, et elle l'avait toujours charrié. « Berit, tu as bien entendu le scooter devant le musée ?»« Eh bien, j'ai déjà tout dit à Rolf. Quand j'ai entendu le scooter, j'ai pensé que c'était un éleveur qui venait de la vallée du côté nord, de l'autre côté de la colline où il y a le centre, » précisa Berit pour Nina. « Il y a des troupeaux dans cette direction, mais le scooter s'est arrêté devant le centre, ce qui n'arrive jamais en pleine nuit, et le moteur a continué à tourner au ralenti. » « Il était quelle heure ?»« Vers les 5 heures du matin, peut-être, ou plus tôt. C'est souvent l'heure à laquelle je me réveille avant de me rendormir, mais c'est le bruit du moteur qui m'a réveillé quand il est reparti. »« Vous avez vu le scooter ou la personne ?» demanda Nina. « À un moment, ses phares ont éclairé ma chambre comme en plein jour. Du coup, j'ai pas pu voir le pilote, pas de face en tout cas, mais quand il est reparti, de dos, j'ai vu qu'il avait une combinaison plutôt orange, enfin tu sais, comme celle des ouvriers des chantiers. » Cela faisait peu. Contrairement à ce que pensait le shérif, la disparition du tambour ne traumatisait pas Clémette plus que cela, outre l'aspect délit sentant. Clémette n'avait jamais été un lapon très orthodoxe. Il y avait des tas de raisons à cela, et il n'aimait pas trop les remuer, encore moins devant des non-lapons. Berit était retourné sur le bord du carrefour avec d'autres manifestants qui bloquaient l'accès à la route menant à l'église. Olaf, le plus jeune des manifestants qui allait sur ses 50 ans, s'avança vers lui, démarche fière et énergique, mâchoire volontaire
et bouche gourmande sous des pommettes hautes. Il avait des cheveux noirs mi-longs et ondulés qui tranchaient avec la brosse châtain de Clémette. « Tiens, la police maintenant !» Il parlait vite. « Qu'est-ce que tu veux? T'as déjà retrouvé le tambour, Clémette? Mademoiselle, bonjour !» dit-il, l'œil charmeur à Nina. « Bonjour, lui répondit Nina, avec un sourire poli. Clémette ne jugea pas utile de saluer. « Clémette, s'il te reste un peu de sang Lapon, tu dois comprendre que le vol de ce tambour, c'est un scandale, un coup de poignard. Nous, Lapon, n'accepterons jamais. C'est la goutte d'eau en trop, tu comprends? Tu peux le comprendre, ça, Clémette. Ou t'as oublié que t'étais Lapon? Dis donc, Olaf, tu baisses d'un ton, d'accord? Vous avez vu ce tambour? Demanda Nina. Non, je crois qu'il devait être exposé dans quelques semaines. Pourquoi est-il si important? Poursuivit Nina. C'est le premier tambour à revenir en Laponie, répondit Olaf, regardant tour à tour les deux policiers. Pendant des décennies, les pasteurs suédois, danois et norvégiens nous ont pourchassés pour confisquer et brûler les tambours des chamans. Ça leur faisait peur. Pensez donc, on pouvait parler avec les morts ou guérir. Ils en ont brûlé des centaines des tambours. Il en reste à peine plus d'une cinquantaine dans le monde, dans des musées, à Stockholm ou ailleurs en Europe, et même chez des collectionneurs, mais aucun chez nous, sur notre propre terre. Incroyable, non? Et là, enfin, ce premier tambour était revenu, et on le vole. C'est de la provocation. Qui pourrait avoir intérêt à faire ça? Reprit Nina. Qui? Olaf redressa le menton, se passa une main dans les cheveux. Qui a intérêt, à votre avis, à ce que ce tambour disparaisse? Ceux qui ne veulent pas que les Lapons redressent la tête, bien sûr. Clémette observait Olaf. Le berger l'énervait avec ses grands airs. Il avait beau être éleveur de rennes, Olaf Rensson arrivait toujours à trouver le temps nécessaire pour participer à ce genre de manif. Mais c'était un cas, un militant pur et dur de la cause laponne depuis le milieu des années 70. À cette époque, plusieurs compagnies norvégiennes, chiliennes, australiennes et autres développaient des chantiers de mines ou de barrages en Laponie. L'une d'elles, Mino Solo, une société chilienne, s'était mis tout le monde à dos à cause de méthodes peu orthodoxes, provoquant des manifestations dont Olaf Rensson avait été une figure de proue. Il s'y était taillé une solide réputation de militant et de justicier. Il arrivait régulièrement à donner mauvaise conscience à Clémette. 2 camions étaient arrivés au carrefour. Ils étaient bloqués par les 2 vieilles laponnes qui, pour le principe, restaient quelques secondes devant chaque véhicule avant de le laisser continuer. Les chauffeurs, suédois d'après les plaques, ne semblaient pas se formaliser. Dans l'autre sens, plusieurs voitures faisaient la queue. Le conducteur d'une Volvo rouge commença à klaxonner, bientôt suivi par un autre. Les petites vieilles continuaient à leur rythme, restant 5 secondes devant chaque véhicule. L'un des camions était arrivé au niveau du carrefour. Il y avait 2 personnes dans la cabine. Le chauffeur suédois paraissait hilar. Il tapait sur le coude de son passager, que Clémette reconnut comme étant Mikael, un berger d'ici qui travaillait pour des éleveurs plus fortunés. Le chauffeur baissa sa vitre, son bras tatoué pendit par la fenêtre en dépit du froid. Clémette n'était pas très loin, il put entendre le chauffeur suédois crier à l'une des laponnes un retentissant « Hé, la vieille, tu baises ?» La vieille femme, heureusement, ne comprit pas. Écroulé de rire, le chauffeur tapa la main de son passager avant de démarrer. Clémette secoua la tête de dépit. Il avait honte pour eux. Olaf était retourné de l'autre côté du carrefour. Il se dressa fièrement devant la Volvo rouge, toisa le conducteur sans un mot. Il tourna son regard vers Clémette, comme s'il lui jetait un défi. Puis, grand seigneur, il fit signe au chauffeur de passer. Johan Mikkelsen, le journaliste, venait d'arriver. Il tendit son micro à Olaf, qui prit l'air outré. Clémette pouvait presque lire sur ses lèvres ce qu'il disait. Olaf faisait de grands gestes de la main dans cette posture cambrée qu'on lui connaissait. Alors que l'interview commençait, un minibus arriva en klaxonnant de la route face au supermarché. Le journaliste tendit le micro vers le klaxon. Cela ferait de la bonne ambiance pour le journal de 18 heures. Un homme de forte stature sortit en hurlant du minibus. C'était le pasteur. Il avait une tête brutale aux traits épais et, avec sa barbe blonde fournie, il ressemblait à un bûcheron vociférant. Clémette et Nina traversèrent le carrefour. « Vous allez me dégager tout de suite cette route ?»
Qu'est-ce qui vous prend ?» Le pasteur était hors de lui. Les 3 vieux manifestants qui bloquaient la route s'écartèrent gentiment pour laisser passer le pasteur. Celui-ci se calma aussitôt. « Que se passe-t-il, mes amis ?»« Ah, monsieur le pasteur, c'est le tambour, » dit l'un des hommes. La mine du pasteur se renfrogna. « Le tambour, alors, mes amis, ouais, c'est bien embêtant ce tambour, mais bon, vous le retrouverez, allez, rentrez chez vous, et ne me bloquez plus la route. » Olaf arriva vers le pasteur en même temps que les 2 policiers et le journaliste qui avait toujours son micro ouvert. « Ce n'est pas ta route, pasteur, et ce tambour, ce n'est pas n'importe quel tambour, tu devrais le savoir mieux que quiconque, puisque ce sont des prédécesseurs à toi qui ont brûlé les autres. » Devant le petit groupe, l'expression du pasteur se fit mielleuse, mais ses lèvres étaient pincées, signe qu'il prenait sur lui. « Alors, mes enfants, tout ça c'est du passé, tu le sais bien, Olaf. Tu devrais le savoir en tout cas, plutôt que d'agiter ces braves gens. »« Agiter. Ce tambour, c'est notre âme, c'est notre histoire. » Le pasteur explosa à nouveau. « Ce tambour de malheur, c'est un outil du diable. Et vous, la police, vous seriez assez aimable de libérer l'accès au temple. J'attends des fidèles. » Clémette n'était pas à l'aise avec ce pasteur. Il appartenait à la secte luthérienne des Laestadiens, et ce n'était pas des tendres. Ça lui rappelait trop sa famille. « Olaf, vous pouvez continuer à manifester, mais vous libérez la route, c'est clair ?» lui intima Clémette Nango. « Ah, le collabo a tranché, » persifla Olaf. « Toujours du côté de l'autorité, pas vrai, Nango? Après tout, tu portes l'uniforme. Allez, vous autres, laissez passer monsieur le brûleur de tambour. » Le pasteur le fusilla du regard. « Et vous, monsieur le pasteur, vous remontez au temple, et vous gardez vos commentaires pour vous. » C'était Nina qui avait parlé, et tout le monde la regarda, étonné. Olaf lui adressa un sourire, mais déjà l'attention générale se reportait sur le carrefour. Les klaxons avaient redoublé. La file s'allongeait toujours, c'était l'heure des courses. Coincé parmi les autres, Karl Olsen s'énervait sur son klaxon. Le paysan était rouge d'excitation. Il avisa Berit Koutsny. « Mais bon Dieu, Berit, tu vas leur dire de me laisser passer à la fin !»« Ah, je vais leur dire d'accélérer un peu, » dit Berit, en reconnaissant le paysan. « Dis donc, tu ne devais pas venir travailler à la ferme aujourd'hui ?» lui demanda sèchement Olsen. Le paysan bougonna, accéléra brutalement et disparut au milieu des klaxons. « Il n'a pas l'air très aimable, » dit Nina à Berit. « La vie n'est pas toujours très aimable par ici, mais les cœurs bons veillent et soufflent sur le vida. À la grâce de Dieu, » salua Berit en repartant. Mardi 11 janvier. Lever du soleil 11h14, coucher du soleil 11h41. 27 minutes d'ensoleillement. 8h30, Kaotokeino. L'épisode de la veille avait plongé la patrouille P9 au cœur de remous insolites pour la police des Rennes. Nina, jeune diplômée de l'école de police, était sans doute mieux préparée, car elle venait de passer 2 années à Oslo, baignant dans une atmosphère où les questions de politique et de société étaient âprement discutées. La scène du carrefour lui avait prouvé qu'en dépit des apparences, des tensions existaient, même ici. Elle ignorait tout de ces histoires samies. Un député du parti populiste, FRP, s'était inquiété un jour de l'idée d'un tribunal sami qui traiterait exclusivement des affaires samis. « Et la prochaine étape, ce sera un tribunal pakistanais ?» s'était-il écrié. Les critiques avaient été vives, mais l'affaire en était restée là. On commençait à s'habituer au débordement du Parti du Progrès. La première visite ce matin était dédiée à Lars Johnson, le pasteur aux traits marqués et à la tête noueuse. La voiture des policiers avait dû se frayer un passage à travers le carrefour, toujours occupé par une douzaine de lapons respectant le rituel de la veille. La voiture des policiers n'y échappa pas. Berit Koutsny se mit de côté après 5 secondes et salua Nina et Clémette de la main. Clémette roula le long de la route du pasteur. Il arrêta son véhicule sur le terre-plein devant la somptueuse église en bois rouge. Le pasteur travaillait dans la sacristie. « Clémette n'aime pas ce pasteur, et cela se voit, » se dit Nina. Les policiers de Kaotokeino s'étaient partagés les interrogatoires. L'inspecteur Rolf Bratsen et ses hommes se chargeaient de faire le tour des habitués du samedi soir.
Les jeunes désœuvrés se retrouvaient autour du billard du pub et finissaient souvent la nuit dans un brouillard éthylique où des bêtises pouvaient être commises. De la vie de Bradsen, ce n'était jamais bien grave. Des poubelles renversées, des voisins réveillés, des courses de voitures ou de motoneige sur le lac gelé, des coups de feu tirés sur des lampadaires, des filles malmenées ou un peu forcées. Il allait interroger ces bons à rien un par un, et il saurait vite si l'un d'eux avait fait le mariole chez Yule. À Clément et Nina revenait la tournée des autres, des politiques, comme disait Bradsen avec mépris. Le pasteur, les représentants du FRP et tout autre suspect potentiel. « Bonjour Lars, nous venons pour le tambour, commença Clément. « Ah, le tambour, que l'on m'accuse d'avoir brûlé, j'imagine ?» Le pasteur prit une profonde inspiration. « C'est une mauvaise idée de ramener des tambours ici. Et vous savez pourquoi, mademoiselle ? Pas à cause du tambour en lui-même, mais à cause de tout ce qui va avec. Le tambour, ce sont des âmes qui errent, c'est la transe, et ce sont les dérapages qui l'accompagnent, et les moyens utilisés pour entrer en transe, c'est l'alcool, mademoiselle, l'alcool et ses ravages. Jamais je n'accepterai ça, gronda le pasteur. » Les deux policiers restèrent silencieux un instant. Le pasteur avait les yeux flamboyants et la mâchoire frémissante. « Voyez-vous, il a fallu des décennies pour sortir les Samis de cette spirale maléfique. Seule la grâce de Dieu et le rejet des vieilles croyances les a sauvés. Ils s'en portent bien, croyez-moi, ils craignent Dieu. Il doit en aller ainsi. Un tambour, c'est le mal qui revient. L'anarchie, les souffrances de l'alcool, les familles éclatées, la fin de tout ce que nous avons bâti ici depuis 150 ans. » Nina sentait qu'elle était trop ignare sur la question pour argumenter avec le pasteur, mais elle vit que Clément s'agitait sur sa chaise. « Je ne connais pas beaucoup de samis adeptes du chamanisme de nos jours, » rétorqua Clément. Le pasteur le fusilla du regard. « Qu'en sais-tu, homme de peu de foi? Depuis quand t'intéresses-tu à ces choses, au salut des âmes? Ta famille, oui, mais toi, tu fréquentais plus le garage et les soirées que l'église dans ta jeunesse. »« Pasteur, le coupa Nina, ce que nous voulons savoir, c'est qui a pu avoir intérêt à voler ce tambour. »« Et à le brûler, n'est-ce pas? Si je l'avais, je le brûlerais aussitôt, croyez-moi. » Il se calma d'un coup. « Bon, c'est une image, bien entendu. Je respecte la culture de nos amis samis. Enfin, tant que cela reste de la culture, n'est-ce pas? » « Vous avez une façon plutôt méprisante d'en parler, » le coupa Nina. « Méprisante? Non, non, ne vous méprenez pas. Je sais ce qui gronde derrière. Je connais l'attrait de ces forces maléfiques. Je les combats. Notre aîné, Laestadius, avait compris avant tout le monde comment sauver les Samis. Et on ne saurait montrer la moindre faiblesse. » Il s'emportait à nouveau. « Lars, où étais-tu dimanche soir? »« Clément, surveille tes paroles. Tu me vois aller voler ce tambour, sérieusement ?» Nina trouvait que le pasteur était trop familier avec son collègue et hautain. Elle n'aimait pas ça. « Pourriez-vous vous contenter de répondre ?» lui intima Nina d'un ton qui ne cherchait plus à être aimable. « Et ne pas oublier que vous parlez à un officier de police. » Le pasteur lui adressa un sourire mielleux. « Après la messe du dimanche, je passe toujours le reste de l'après-midi en famille avec mon épouse et mes 4 filles. Nous allons faire une grande promenade en emmenant du jus d'érel chaud et des gâteaux d'avoine. C'est la seule occasion de la semaine où nous mangeons des gâteaux. Ma femme les fait le matin et le soir, nous dînons tôt de quelques tartines, après que j'ai supervisé les devoirs des filles. Ma foi, c'est à peu près ça. Après dîner, nous lisons la Bible et nous nous couchons assez tôt. Et il en fut ainsi dimanche aussi. Ma femme et mes filles vous le confirmeront. » « Avez-vous remarqué que la présence de ce tambour dérangeait les gens ?» enchaîna Nina. « Je pense bien. Certains de mes paroissiens m'en parlaient. Ils ne voyaient peut-être pas les mêmes risques que moi, et je ne peux pas le leur reprocher. Ce sont des gens simples, comme il se doit, car Dieu aime les gens simples. Je les rassurais, bien entendu, comme il revient au pasteur de rassurer ses paroissiens, mais je ne vois aucun d'entre eux aller commettre un tel délit. Mes paroissiens craignent Dieu et respectent la loi des hommes. J'en réponds, » dit-il d'un ton de défi. À Kaotokeino, les gros bras ne couraient pas les rues. Il suffisait de secouer les gens de la bonne façon, quand il ne s'agissait pas d'histoires de reines, bien sûr, car là, les règles n'étaient plus les mêmes. Kaotokeino était relativement épargné par les histoires de drogue. Il y en avait comme partout ailleurs, mais les trafiquants étaient généralement des routiers de passage.
Rolf Bratsen savait où ses suspects favoris se retrouvaient quand il n'était pas à l'école ou au travail, ou à ne rien faire quand il pointait au chômage. Il s'asseyait au hip-hop Sami ou à ce genre de fadaise. Le mieux, se dit-il, serait de pouvoir embarquer rapidement l'un d'entre eux, au moins en garde à vue. Avant cette conférence de l'ONU, ce serait du meilleur effet pour son matricule. À la différence de la police des Rennes, il opérait en civil, mais cela ne changeait rien. On le reconnaissait de loin. L'inconvénient des endroits où l'on a passé trop de temps, se dit-il. Il repensa à la réflexion de Karl Olson sur son nombre d'années passées dans la police ici. Et qu'avait-il gagné? À Kaotokeino, on serait toujours perdant face aux Samis. L'État avait trop mauvaise conscience vis-à-vis de sa population autochtone, soi-disant maltraitée par le passé. Tu parles. Résultat, on ne pouvait pas se permettre de taper trop fort. De la figuration. Voilà à quoi Rolf en était réduit, à de la figuration. Il arrêta sa voiture derrière le théâtre et il fut content de voir 3 jeunes debout en train de fumer et boire des bières. Ils ne bougèrent pas quand Rolf Bratsen descendit de son véhicule. Il les connaissait tous les 3. Il les avait déjà embarqués pour des bricoles. C'était sa façon à lui de procéder. Il fallait faire sentir à ces gars-là qu'il les avait à l'œil et qu'à la moindre incartade, le poste ou la cellule de dégrisement attendait. Maintenir la pression, qu'il n'aille pas s'imaginer tout permis ici sous prétexte qu'ils sont samis. Alors, en pleine révision? Les jeunes continuaient à fumer leurs cigarettes roulées. Ils se regardaient en souriant. Pas inquiet, visiblement, remarqua l'inspecteur Bratsen. Le week-end s'est bien passé? Ouais, finit par répondre l'un d'eux qui, en dépit du froid, portait des baskets. Des fêtes? Ouais. Vous étiez à quelle fête dimanche? Dimanche. Celui au basket, qui portait une doudoune Canada Goose en plume d'oie, comme beaucoup de jeunes ici, paraissait réfléchir. Vous n'étiez pas invité, en tout cas, dit-il crânement, déclenchant le rire de ses amis. Son regard exprimait autre chose. Il pouvait y avoir des tas de raisons à cela, se dit Bratsen. Belle doudoune, dis donc, remarqua Bratsen. Le jeune ne répondit plus, tirant sur sa cigarette. Je peux y jeter un œil? Bratsen examina la doudoune. Il tira sur un petit bout qui dépassait de la manche de la doudoune. Une plume en sortit. Il l'examina attentivement. Il observa avec autant d'attention celle des 2 autres jeunes qui se regardaient maintenant nerveusement. On dirait qu'il y a eu un vol d'oies sauvages dans le coin ces derniers temps. C'est pourtant pas l'époque des migrations, dit Bratsen. Les 3 jeunes le regardaient sans comprendre. Hé les gars, vous me prenez pour un branque? Vos doudounes, c'est de la contrefaçon. Tombé d'un camion, j'imagine. Sa remarque fut accueillie par un long silence. J'ai pas entendu. On peut rien vous cacher, inspecteur, dit celui au basket qui avait fini sa cigarette et enfoncé ses mains dans les poches. Dis donc, Eric, t'as décidé de me chauffer les oreilles aujourd'hui? À quelle soirée étiez-vous dimanche? Qui vous a vu? Jusqu'à quelle heure êtes-vous resté? Par où vous êtes entré? Quelles étaient les autres soirées? Je veux tout savoir, et tout de suite. Sinon, vos fausses plumes d'oie, je vous les plante dans le cul, une par une. Eric regarda rapidement ses amis. Il y avait qu'une soirée dimanche, et c'était chez Arne, à l'auberge de jeunesse. Près du centre Yule. Tiens donc. Eh bien, vous allez venir me raconter tout ça tranquillement au chaud au commissariat, les petits gars. Lorsque les 2 policiers se retrouvèrent dans la voiture, après être sortis du temple, Nina se tourna vers son collègue. Clémette, il m'a semblé que tu avais du mal avec ce pasteur. Le policier la regarda longuement avant de répondre. Il mit l'index sur sa bouche. Chut! Pas maintenant. Tu vas pas me gâcher le moment le plus magique de l'année. Nina le regarda sans comprendre. Clémette ramassa le Finnmark Dagblad du jour et lui montra la dernière page, celle de la météo. Nina comprit aussitôt et sourit. Elle regarda sa montre. Il restait moins d'un quart d'heure. Clémette conduisait rapidement. Il dépassa le commissariat, continua jusqu'à la sortie de Kaotokeino et emprunta un sentier qui serpentait sur le haut de la colline qui dominait le village. Il s'arrêta enfin. Des voitures et des motoneiges étaient déjà garées là. Certains habitants du village avaient déployé des pots de renne et s'étaient installés avec des thermos et des sandwichs. Des enfants couraient en criant.
Leur mère leur dit de se taire. Les gens étaient couverts de parkas, de couvertures, de chapkas. Certains sautaient sur place. Aucun ne détournait le regard de l'horizon. La lueur magnifique se reflétait de plus en plus ardemment sur quelques rares nuages qui reposaient mollement au loin. Nina était saisie. Elle regarda sa montre, 11h13. On voyait maintenant nettement un halo vibrionnant troubler le point d'horizon que chacun fixait. Nina eut le réflexe de plonger la main dans la poche de sa combinaison, mais elle se retint de demander à Clémette de prendre une photo en voyant l'émotion évidente de son collègue. Elle le prit discrètement en photo et se tourna pour profiter de l'instant. Les enfants s'étaient tus, le silence était impressionnant, à la hauteur de l'instant. Nina ne connaissait pas ce phénomène dans le sud de la Norvège, mais elle en ressentait pourtant pleinement la puissance charnelle et même spirituelle. Elle s'adossa comme Clémette à la voiture pour s'offrir enfin aux premiers rayons du soleil. Elle tourna la tête. Clémette était recueillie, les yeux plissés. Le soleil avait de la difficulté à décoller. Il demeurait à proximité de l'horizon. Clémette paraissait maintenant observer son ombre dans la neige comme s'il découvrait une magnifique œuvre d'art. Puis les enfants se remirent à jouer, des adultes à se taper les mains ou à sauter sur place. Le soleil avait tenu parole. Tout le monde était rassuré. L'attente, 40 journées sans ombre, n'avait pas été vaine. Après le lever et le coucher du soleil, Clémette et Nina étaient allées déjeuner au Villmark Center. Le nom de l'auberge, le centre des terres sauvages, collait bien à la situation du lieu. La ville lapone de Kaotokeina comptait environ 2000 âmes, loin de la côte, à l'intérieur de la Laponie. Depuis les monts qui surplombaient le village, de chaque côté de la rivière, la vue portait très loin sur le Vida, mais pas assez tout de même pour se faire une idée de l'étendue réelle de cette commune, de la taille d'un pays comme le Liban. 1 millier d'autres habitants, eux aussi en partie éleveurs de rennes, peuplaient le reste de cette immense municipalité, vivant dans de petits hameaux isolés. Ils choisirent le plat du jour, un émincé de rennes en sauce brune avec de la confiture d'érelle rouge et de la purée. Nina avait pris une photo de son assiette avant de commencer. Pendant tout le repas, elle avait montré une curiosité insatiable pour la gastronomie sami. Quand elle fut satisfaite, Clémette lui dit ce qu'il avait ruminé depuis le premier coup de fourchette. Nina n'essaie pas de prendre ma défense dans un interrogatoire. Devant le pasteur, passe encore, mais jamais devant un éleveur. Tu comprends? Non, je comprends pas. Si quelqu'un manque de respect à un policier, il me manque de respect aussi. Je ne peux pas faire semblant de ne pas entendre. Il ne s'agit pas de ça, Nina. Mais les Samis ont une relation particulière à l'autorité. Tu t'en rendras compte, peut-être. Une relation un peu vieux jeu, où les rôles ont leur importance. Clémette espérait que Nina comprenne à demi-mot, mais elle le regardait, attendant la suite. Il décida d'en rester là. Mads, le patron de l'auberge, vint leur servir du café et s'asseoir à leur table. « Alors, comment marchent les affaires ?» lui demanda Clémette. « Calme, calme. Un Français, quelques routiers, un couple de vieux touristes danois, habituel pour cette période de l'année. Et vous, les affaires ?» « Un peu moins calme que d'habitude en cette saison, » lui dit Clémette en souriant. « Je ne t'ai pas présenté Nina, ma nouvelle collègue. Elle vient du sud, la région de Stavanger. »« Bienvenue, Nina. Ça te plaît ici ?»« Beaucoup, merci. Tout est nouveau pour moi. »« Et tu commences avec une drôle d'affaire, hein, cette histoire de tambour. »« Oui, mais ce n'est pas vraiment de notre ressort, » corrigea Nina. « Nous donnons un coup de main seulement. » D'ailleurs, cet après-midi, nous allons faire des constats de rennes accidentés à Massy. Le train-train de la police des rennes reprend le dessus. Et puis, Matisse a encore des rennes qui se baladent un peu partout. On doit téléphoner aux voisins pour faire le point. Nina, on passera aussi à l'office des rennes en rentrant de Massy pour avoir le dernier état de son troupeau. Ce tambour, en tout cas, quelle histoire, insista Mad. Les gens ne parlent plus que de ça. Et ils en disent quoi, les gens ? Oh, tu sais, des rumeurs.
Il parle de mafia russe, de vieux chamans. Si tu veux mon avis, beaucoup de délire. On se demande surtout ce qu'il avait de particulier, ce tambour. On se le demande aussi, fit Clémette, en donnant le signal du départ. La brève apparition du soleil n'était déjà plus qu'un lointain souvenir lorsque la patrouille P9 rentra en fin d'après-midi au commissariat. Nina avait rempli pour la première fois un constat d'accident de renne. Elle avait été surprise de voir le formulaire spécifique où il fallait entourer sur le dessin du renne les parties où la bête avait été accidentée. Il ramenait aussi les paires d'oreilles taillées avec la marque du propriétaire qui allait rejoindre d'autres paires d'oreilles dans le congélateur de la police des rennes. Pièce à conviction, mais aussi certitude que l'éleveur ne pourrait pas demander 2 fois le remboursement du même renne. À l'office des rennes, ils avaient eu droit à un exposé de la situation administrative du troupeau de Matisse. Ce n'était pas flamboyant. Ils remontaient dans leur voiture lorsque le téléphone de Clémette sonna. Il écouta et raccrocha rapidement. Son regard exprimait une émotion que Nina ne lui connaissait pas. « Nous partons tout de suite, au Gumpi de Matisse. Son corps a été retrouvé. » 19h45, Laponie centrale. Clémette et Nina arrêtèrent leur scooter des neiges et laissèrent les phares allumés. Nina hésitait à quitter la chaleur de l'engin. Elle était fourbue. Ils avaient refait le chemin en sens inverse, en pleine nuit, obligés de redoubler d'attention. Elle regarda Clémette. Il semblait insensible au froid et à la fatigue et s'avançait déjà vers le Gumpi qui apparaissait dans un halo de lumière. Autour de l'abri s'éparpillaient les bidons, les tas de bois, les cordes. Nina reconnaissait le fouillis laissé la veille. « Tiens, voilà la police montée !» lança un homme qui sortait du Gumpi et que Nina ne reconnut pas tout de suite dans sa combinaison et sa chapka. Le ton n'était pas fait pour être sympathique. Nina reconnut Rolf Bratzen. La scène était éclairée par les phares des scooters. De la neige poudreuse tourbillonnait dans les faisceaux, des ombres passaient. La scène paraissait irréelle. « T'as rentré tous tes rennes au bercail et tu t'emmerdais ?» continua Bratzen. Nina ne savait pas pourquoi, mais ce policier ne semblait pas aimer Clémette. « Il est comme ça avec tout le monde », lui chuchota Clémette en devançant sa question. Clémette regarda autour de lui. Il avait déjà oublié la froideur de l'accueil. « Eh bien, dis donc, Bouboule, depuis quand la police des rennes joue à la vraie police ? C'est pas un renne qui a été buté ici. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ?»« Ordre du shérif, » répondit Clémette. « Peut-être un conflit entre éleveurs. »« Conflit entre éleveurs, tu parles. Conflit entre ivrognes, ouais. »« Bouboule ?» sourit Nina en regardant son coéquipier. « Nina. »« Oui ?» Clémette n'avait pas l'air de sourire. « Travail. » Nina souriait encore et cela agaça Clémette. Il continuait à ignorer l'autre policier. « C'est mignon ?»« Nina. »« Je plaisante. » Clémette dépassa le Gumpi. 2 autres policiers s'affairaient un peu plus haut, au flanc de la colline protégeant le Gumpi du vent d'est. Le chemin avait été tracé dans la neige épaisse avec un scooter qui éclairait la scène. « Salut Clem !» dit un policier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.